l'ensemble des environnements qu'il peut y avoir autour de ce fleuve qui bouge, de ce fleuve qui est vivant. Donc aujourd'hui, on va approfondir le sujet par rapport au bassin versant Adour-Garonne, et Stéphanie Arguindegui, qui est à côté de moi, va vous donner toutes les explications. Vous pourrez lui poser des questions, que ce soit sur Internet ou dans la salle, pour avoir plus de précision ou plus de détails sur chacune de ces parts de fleuves que l'on va visiter ce soir. Stéphanie. Bonsoir à tous. Donc déjà, je remercie Surfrider d'organiser cette conférence qui vous est présentée par l'Agence de l'eau. Donc l'Agence de l'eau, rapidement, c'est un établissement public qui dépend de 2 ministères, celui de l'écologie et du développement durable et celui des finances. Donc son but est de lutter contre la pollution et de protéger les milieux aquatiques. Donc on y reviendra un peu plus tard au cours de cette conférence. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, voilà, désolé. Donc c'est que la rivière est un système structuré et dynamique, et également la rivière est un système vivant. Cependant, c'est devenu une ressource menacée par toutes nos activités humaines, et nous verrons alors comment elle est protégée, donc par les lois. Enfin, nous regarderons la situation des rivières dans le bassin Adour-Garonne. Alors, on va commencer par quelques définitions. Donc, je vous parle du bassin Adour-Garonne. Donc, savoir qu'est-ce qu'un bassin. Donc, un bassin, c'est un territoire ou une zone géographique où tous les cours d'eau s'écoulent de l'amont vers l'aval dans le sens de la pente. Et le bassin versant d'un fleuve regroupe le bassin versant de tous ses affluents. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsqu'un point de pollution apparaît en amont du bassin, il va affecter tout le cours d'eau en aval. Donc la qualité de l'eau en aval du bassin dépend de tout ce qui se passe en amont. Donc la rivière est un milieu vivant et complexe. Donc sa morphologie, c'est-à-dire sa forme et son débit, varie depuis la source jusqu'à l'estuaire. Donc une rivière présente une structure ramifiée, comme on le voit sur la diapositive, et on parle de torrent lorsque l'on se trouve en amont. On parle d'un cours moyen un peu plus en aval, et d'un cours lent ou de l'estuaire près de l'embouchure. Donc un fleuve est composé d'eau qui est apportée par des rivières qui sont appelées les affluents. Donc l'endroit où l'affluent rencontre le fleuve est le confluent. Et pour étudier les différents cours d'eau, il existe une méthode dite de Starler, donc le nom de l'hydrobiologiste, qui consiste en fait à donner un numéro, un ordre à chaque cours d'eau. Donc un cours d'eau qui n'a pas d'affluent est dit d'ordre 1. 2 cours d'eau d'ordre 1 donnent un cours d'eau d'ordre 2, et ainsi de suite. Donc en théorie, 2 cours d'eau du même ordre vont avoir des caractéristiques communes. Cependant, comme on va le voir, une rivière est un système complexe et vivant. Donc un cours d'eau d'ordre 1, par exemple sur le Nil, sera différent d'un cours d'eau d'ordre 1 le long de la Garonne. Donc on continue avec les définitions. Donc tout au long de la conférence, nous allons parler du lit mineur. Donc le lit mineur, c'est l'espace qui est toujours rempli d'eau dans la rivière. Et nous parlons également du lit majeur, qui est l'espace occupé en période de crue. Donc une rivière n'est jamais déconnectée du reste du territoire. Donc elle est toujours connectée à une nappe phréatique, dite nappe d'accompagnement, et à des annexes hydrauliques. Donc des annexes hydrauliques, ça va être par exemple des bras secondaires, des bras morts, des prairies ou des marais inondables, des lacs, même des canaux. Donc, les annexes hydrauliques jouent un rôle important d'un point de vue écologique, mais également, on va le voir un peu plus tard, elles permettent de stocker des grandes quantités d'eau. Donc avant de parler de l'hydromorphologie propre de la rivière, on va voir quelques données hydrogéographiques, donc c'est-à-dire les différents types de milieux que l'on trouve dans le bassin Adour-Garonne. Donc déjà, le bassin Adour-Garonne correspond au grand quart sud-ouest de la France, donc à peu près 20% de la superficie française. Donc au sud comme à l'est, on trouve des montagnes, donc avec les Pyrénées et le Massif central.
Et en fait, la plupart des rivières prennent leur source dans ces montagnes avant de traverser la plaine et de se jeter dans l'océan. Donc dans le bassin Adour-Garonne, il y a 4 fleuves, la Dour, la Garonne, la Dordogne et la Charente. Et en tout, si on compte tous les cours d'eau, il y a 120 000 km de cours d'eau. Donc 120 000 km, cela représente une ressource assez abondante, puisque mis bout à bout, cela permet on peut imaginer qu'on peut faire 3 fois le tour de la Terre au niveau de l'équateur. Donc dans le bassin, la ressource est abondante, mais elle est inégalement répartie. Alors, inégalement répartie dans l'espace, puisque comme on le voit sur la diapositive, la densité de rivières au kilomètre carré est 2 fois plus importante dans la vallée de la Dour que dans la vallée de la Charente. Et la ressource est aussi inégalement répartie dans le temps, puisque, comme on le sait, il y a des épisodes de sécheresse en été. Donc il n'y a pas que des rivières dans le bassin Adour-Garonne, il y a également des lacs. Donc il y a 105 lacs, dont 88 barrages. Il y a également 5 lacs artificiels, donc créés de toutes parts par l'homme, et 15 000 retenues collinaires. Donc ces retenues collinaires stockent en tout 280 millions de mètres cubes d'eau destinés à l'irrigation. Nous avons également des zones humides. Donc ceci, c'est la définition de la loi de 1992 des zones humides. Donc on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. Et la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Hygrophiles, c'est-à-dire qui aiment l'humidité. Donc les zones humides sont différentes suivant l'endroit géographique où on se trouve. Donc on parlera de tourbières en amont du bassin, de prairies humides donc le long des cours d'eau, et plus particulièrement, suivant les régions, les appellations sont différentes. Donc on parle des barthes pour la Dour par exemple, ou des saligues pour le Gave de Pau. Enfin, donc près des côtes, nous avons les marais côtiers. Donc une zone humide connue, c'est le marais Poitevin par exemple, mais qui ne fait pas partie du bassin Adour-Garonne. Donc, il faut savoir que jusqu'à pas très longtemps, les zones humides, on s'en occupait seulement pour les drainer et les aménager, donc les rendre exploitables par l'homme, parce qu'on les considérait comme des endroits propices aux maladies, des endroits insalubres. Et en plus, c'était des terrains perdus pour l'agriculture. Or, les zones humides sont très importantes, puisque déjà, elles accueillent 30% des espèces d'oiseaux. Donc, ce sont les ornithologues qui en premier ont tiré la sonnette d'alarme sur ces zones humides. Et en plus, elles ont un rôle important dans la régulation des eaux. Donc, ce sont des infrastructures naturelles. En fait, une tourbière est capable en automne et en hiver de stocker une grande quantité d'eau et de la restaurer en été. Donc, par exemple, une tourbière peut stocker jusqu'à 5000 m3 d'eau par hectare. Cependant, on estime qu'en 30 ans, la moitié des zones humides ont disparu. Donc là, on a vu beaucoup de types de milieux, mais toujours des eaux superficielles, avec les lacs, les rivières, les zones humides. Et il ne faut pas oublier les eaux souterraines, donc avec les nappes phréatiques. Donc phréa, ça vient du grec puits. Donc en fait, c'est une masse d'eau dans le sous-sol, que l'on peut atteindre par un forage ou par un puits. Et donc, le plancher ou le toit peuvent être imperméables. On appelle ça alors une nappe captive. Donc, dans le bassin Adour-Garonne, il y a 105 nappes phréatiques qui ont été en fait, qui se sont construites à des époques géologiques différentes et qui sont donc à des profondeurs différentes, plus ou moins accessibles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une rivière n'est jamais déconnectée du reste du territoire, mais elle est également jamais déconnectée donc, de l'atmosphère et des continents. Donc, une rivière fait partie d'un hydrosystème où l'eau circule en permanence, donc c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Donc, un petit rappel. Donc, sur Terre, il y a 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau, et chaque jour s'évapore 1000 kilomètres cubes. L'eau va alors se condenser et revenir sous forme de précipitation, donc principalement sous forme de pluie, mais également sous forme de neige.
Et au pôle, l'épaisseur des glaces peut atteindre jusqu'à 3 km. Donc, arrivé sur le continent, l'eau va s'infiltrer. On estime entre 330 et 700 millions de kilomètres cubes d'eau sous terre, donc plus ou moins accessible. Ou alors, l'eau va ruisseler, formant les rivières, les lacs et se rejeter dans l'océan. Peut-être y a-t-il des questions à ce stade de la présentation, que ce soit sur Internet ou dans la salle, par rapport au lac, au fleuve, aux différentes composantes du bassin? Non, pas encore. Très bien, alors nous poursuivons avec l'hydromorphologie, un nom bien barbare. Donc, hydromorphologie, en fait, hydro, ça veut dire eau, morphologie, forme. Donc, en fait, cette science étudie la morphologie des cours d'eau, c'est-à-dire qu'elle vise à définir donc, la forme, les bassins hydrographiques, leur densité et l'organisation du drainage. Donc, c'est une science qui est apparue dans les années 50, mais elle n'est que depuis peu dans les textes réglementaires. Donc, la morphologie d'une rivière dépend de plusieurs paramètres, comme le climat, le relief et la géologie. Donc, voici quelques exemples. Donc, ici, une rivière en tête de bassin, donc à lit en gorge. Dans la zone intermédiaire, vous avez une rivière à lit sinueux. Et dans les plaines, vous pouvez avoir des méandres ou des tresses. En fait, une rivière, c'est une certaine quantité d'eau qui s'écoule suivant une certaine force. Et en fait, cette eau va pouvoir provoquer des phénomènes d'érosion et de dépôt. Donc l'érosion, c'est-à-dire que les sédiments des berges vont être arrachés, donc sous l'effet du courant, et vont être déposés plus loin. Donc une rivière en bonne santé, donc c'est un équilibre dynamique entre érosion et dépôt. Donc on peut visualiser ça par la balance de Lannes, donc un hydrobiologiste des années 50. Et en fait, on comprend que si la pente de la rivière est forte et que la granulométrie, c'est-à-dire la taille des grains, est faible, donc si on a un fort courant et des petites particules, on va surtout avoir un phénomène d'érosion. Donc les particules vont être arrachées des berges, elles vont être transportées. Et lorsque la pente va être beaucoup plus faible, on aura des plus grosses particules, ici on aura plus un phénomène de dépôt. Donc cette balance permet de visualiser l'état d'une rivière, mais également de prévoir son état. Donc lorsque, par exemple, on va extraire des matériaux, des sédiments, ou lorsque l'on va créer un barrage. Donc nous allons voir qu'une rivière est vivante. Il y a 5 paramètres pour dire qu'une rivière est vivante. Tout d'abord, elle déborde. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, la rivière va alors occuper son lit majeur. Donc les crues historiques sont marquées par des maquerons. Donc là, vous en avez un. Donc c'était une inondation en 2000 sur la Lèze. Et bien sûr, à l'inverse, une rivière peut s'assécher. Donc elle a alors son débit d'étiage, donc son niveau le plus bas. Nous allons voir que ces débits d'étiage sont accentués par les activités humaines. Une rivière transporte des sédiments, donc comme on l'a vu, avec les phénomènes d'érosion et de dépôt. Et elle laisse circuler les espèces, donc les espèces migrateurs d'oiseaux, mais également la végétation auprès des berges. Et enfin, elle crée des annexes hydrauliques. Donc lorsqu'on étudie une rivière, on peut l'étudier suivant 3 axes. Donc sa longueur, de l'amont à l'aval, suivant sa largeur, de la rive droite à la rive gauche, et suivant sa profondeur, donc de l'eau superficielle jusqu'à la nappe d'accompagnement. Donc nous allons détailler ces 3 axes d'étude. Donc le profil en long d'une rivière. Donc il faut savoir que son profil s'est modelé grâce à des milliers, voire des millions d'années. Et en fait, depuis le 19e siècle, les hydrobiologistes ont tenté d'expliquer la répartition des espèces le long de la rivière, suivant les caractéristiques physico-chimiques dans des zones bien précises. Donc, on peut voir que
dans une rivière, il y a 3 zones caractéristiques, donc la zone de haute altitude, la zone de moyenne altitude et la zone de basse altitude. Mais en fait, dans la nature, il n'y a pas 3 zones bien distinctes. Il y a une évolution progressive, on ne passe pas de la zone 1 à la zone 2. C'est une évolution progressive. Donc, lorsque l'on étudie le profil transversal de la rivière, en fait, il y a une partie plus ou moins symétrique. Donc, on étudie d'abord le lit mineur, bien sûr, puis donc le lit majeur, donc l'espace rempli d'eau lors des crues. Et en fait, ce lit majeur est très fertile, puisqu'au moment des crues, il y a un dépôt de sédiments qui est fait. Donc, la végétation est appelée ripisylve, et elle est très importante puisqu'elle permet à la rivière d'être maintenue à l'ombre. Et en fait, lorsque l'eau a une température plus basse, elle a une concentration en oxygène plus importante. Et enfin, lorsqu'on étudie le profil transversal de la rivière, on étudie également la plaine alluviale. Donc la plaine alluviale, c'est le lit mineur, le lit majeur, mais également les anciens lits de la rivière. Donc c'est l'espace de respiration de la rivière. Puisque comme je vous ai dit, le lit de la rivière s'est modelé suivant des milliers d'années. Et donc par exemple ici, vous avez la Garonne à Toulouse. Et au milieu du 19e siècle, on voit que son lit oscillait sur 1 km de large. Et donc avec les activités humaines, on a stabilisé le lit qui maintenant est figé. Enfin, donc lorsqu'on étudie le profil vertical d'une rivière, donc il faut savoir qu'au fond de la rivière se trouvent des sédiments plus ou moins grossiers. Donc ça part de fin limon au sable, au gravier jusqu'au galets. Et en fait, ce fond de la rivière est la zone de frayère des poissons, c'est-à-dire la zone de ponte des œufs. Dans ces sédiments vivent des invertébrés. Et l'eau va s'infiltrer jusqu'à la nappe d'accompagnement, donc la nappe phréatique de la rivière. Donc lorsque le niveau d'eau de la rivière baisse, le niveau de la nappe baisse aussi. Et lorsqu'une rivière est polluée, la nappe le sera tôt ou tard, parce qu'il y a toujours des infiltrations dans le sol. Ce qui est très important dans ce profil, c'est le périphyton. En fait, le périphyton, c'est cette mince couche que l'on voit là, gluante, verte, qui en fait est constituée de microalgues et de bactéries. Et ce périphyton est très important puisqu'il permet à la rivière de s'auto-épurer. C'est-à-dire que la rivière va être capable de digérer toute seule une certaine quantité de pollution. Tout simplement parce que les algues se nourrissent de sels minéraux, tels que les nitrates, et les bactéries de matière organique. Donc lorsqu'il va y avoir une pollution, donc un apport de matière organique, ce périphyton va se développer puisque cela va être de la nourriture pour les bactéries. Et donc en se développant, le taux de matière organique va diminuer dans la rivière. C'est pour ça que l'on dit que la rivière peut s'auto-épurer. Donc maintenant, nous allons voir les caractéristiques des 3 zones que nous avons vues juste avant. Donc, on va les voir d'un point de vue physico-chimique. Donc, physique, ça va être par exemple la pente, la température. Chimique, ça va être la concentration en oxygène, en matière organique. Et également d'un point de vue biologique, donc avec les espèces, donc animales ou végétales, qui s'y trouvent. Donc, on va commencer par le torrent de montagne. Donc, le torrent de montagne, ça va être la zone de collecte des sédiments. Il va y avoir des phénomènes d'érosion. Tout simplement parce que le courant est rapide, donc en général supérieur à 50 cm par seconde. La température est faible. Par exemple, juste au pied des glaciers, on va être aux alentours de 1 degré. En montagne, ça va être 5 degrés et en bas, ça peut aller jusqu'à 15. Donc il y a beaucoup d'oxygène dissous. Donc déjà, puisque la température est faible, donc cela favorise l'oxygène dissous. Et en plus, comme le courant est rapide, il y a des échanges avec l'oxygène de l'atmosphère. Dans ces eaux, il y a peu de sels nutritifs et peu de matière organique dissoute, puisqu'il y a peu d'apports.
et que les conditions de vie sont telles qu'il y a également peu d'espèces qui vivent, donc peu de débris et de matière organique due par exemple à la décomposition de certains animaux. Donc les eaux sont dits oligotrophes. Donc d'un point de vue biologique, dans un torrent vivent surtout des mollusques et des macro-invertébrés qui sont en fait des larves adaptées aux conditions de vie. Alors elles sont adaptées puisque par exemple ici vous avez les trichoptères donc qui ont des crochets et qui peuvent s'agripper sur le périphyton et donc sur les galets et ne pas être emportés par le courant qui est rapide. Ou par exemple les larves de simuli qui sont elles très aplaties qui peuvent donc se cacher sous les rochers. Le poisson caractéristique est la truite qui est une espèce qui nécessite de grandes quantités d'oxygène pour vivre. Et sur les berges, on trouve par exemple des musaraignes aquatiques ou des chevaliers-guignettes. Et la végétation, elle, est très peu développée, puisqu'il est très dur d'avoir des racines dans de l'eau avec un fort courant. Donc on trouve quelques renoncules flottantes, mais surtout des mousses. Donc ensuite, on passe au cours d'eau moyen. Donc ici, c'est la zone de transfert des sédiments. Tout à l'heure, c'était la zone de collecte. Ici, c'est la zone de transfert. Donc le courant est moins rapide, entre 10 et 50 cm par seconde. La température est plus élevée. On peut aller jusqu'à 20 degrés en été. Et donc la concentration en oxygène dissous est variable. Par contre, ici, il y a beaucoup plus de sels nutritifs et de matière organique. Donc notamment dû à la décomposition de certaines espèces, dû aux débris, donc feuilles, branches. Donc les eaux sont dites eutrophes. Ici, il y a également des mollusques et nous avons quelques crustacés. On trouve quelques larves qu'on trouvait dans les zones de torrent, mais on en trouve des nouvelles qui sont caractéristiques de cette zone, telles que les mégaloptères. Le poisson caractéristique, ici, c'est le barbeau. Donc tout à l'heure, c'était la truite. Donc le barbeau se nourrit principalement de végétaux. Et on voit apparaître quelques poissons carnivores. Sur les berges, on trouve des martins pêcheurs ou des sternes. Enfin, on arrive au cours lent d'une rivière. Donc c'est ici la zone de dépôt des sédiments. Le courant est lent, inférieur à 10 cm par seconde. Et les rivières sont plus larges. C'est pour ça que souvent le débit est plus important. La température est variable et plus élevée, donc on peut dépasser les 20 degrés en été. Et donc il y a un déficit en oxygène qui est possible. Il y a beaucoup plus de sels nutritifs et de matière organique et de nombreuses annexes hydrauliques qui contribuent justement à cet apport de matière organique et de sels nutritifs. Donc la vie est beaucoup plus développée, donc dans des endroits où la concentration en oxygène est assez bonne, la population peut atteindre des centaines de milliers d'individus donc, au mètre carré. Donc on trouve énormément de mollusques, de larves, également donc de poissons tels que les brèmes. Et ici, la végétation est très développée. Donc c'est surtout des algues, donc le fameux phytoplancton. Et la ripisylve, le long des berges, est également développée. Donc si je résume bien, il y a 3 types d'analyse du cours d'eau. Une part transversale, une part en profondeur et la part amont-aval. Donc 3 façons de voir le cours d'eau et 3 zones dans ce cours d'eau, à la fois le torrent, le cours moyen, on va dire, et le cours lent, où il y a beaucoup plus de faune et de flore dans cette zone-là. Voilà, c'est ça. Et donc, pour qu'une rivière soit en bon état, il doit y avoir une diversité de la granulométrie des fonds, une libre circulation des espèces et des sédiments, une alternance de secteurs ombragés et de secteurs ensoleillés, et des annexes hydrauliques connectées. Donc tout ça, c'était une grosse introduction donc, voilà, à la vie dans une rivière. Donc on a vu que c'était un système vivant, complexe,
Et donc maintenant, nous allons voir que la rivière est menacée par les activités humaines. Alors les activités humaines sont de 3 types. Donc tout d'abord, on prélève de l'eau. Mais lorsque l'on prélève de l'eau, obligatoirement, on va en rejeter. Et de plus, nous allons voir que nous avons beaucoup artificialisé les milieux. Alors, on prélève de l'eau. On prélève de l'eau pour nos usages domestiques, donc pour avoir l'eau courante, mais également pour les usages industriels et pour les usages agricoles. Donc là, on voit sur le bassin Adour-Garonne qu'il y a 7 millions d'usagers domestiques, 1600 industriels et 28 000 irrigants. Donc on pourrait penser que les prélèvements en rivière sont le plus utilisés, peut-être pour les usages domestiques, vu qu'il y a 7 millions de personnes, ou pour l'irrigation, parce qu'on entend beaucoup parler des problèmes. Mais en fait, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Sauf que comme on le voit, il y a 1600 industriels et 7 millions d'usagers. Donc les proportions sont différentes. De plus, un autre problème, c'est que de mai à septembre, 70% des prélèvements sont consacrés à l'irrigation, donc pour l'agriculture, et 60% de ces prélèvements sont faits en rivière. Donc, comme ce que je vous ai dit, donc lorsque l'on prélève de l'eau, on en rejette. Donc, il faut distinguer les rejets domestiques et les rejets industriels. Donc, en fait, c'est sur ces 2 types de rejets que les plus gros efforts ont été faits et les plus grosses avancées. Et maintenant, le principal problème est dû aux rejets d'origine agricole, donc nitrates et pesticides, donc dû aux fertilisants et aux produits phytosanitaires. Alors, c'est ce qui reste le plus à faire, tout simplement parce que déjà, dans les lois, c'est apparu beaucoup plus tard, comme nous allons le voir rapidement. Et de plus, la pollution d'origine agricole est une pollution dite diffuse. C'est-à-dire qu'en fait, sur le champ, les nitrates ou les pesticides vont s'infiltrer ou vont ruisseler. Donc on ne peut pas canaliser cette pollution mais justement pour la diminuer. Donc c'est le contraire des rejets domestiques ou industriels, où là la pollution est canalisée, ça part directement dans une station d'épuration, etc. Et enfin, je vous ai dit qu'on menaçait une rivière aussi par l'artificialisation. Alors, tout d'abord, pour rendre une rivière navigable. Donc, jusqu'à ce que le train remplace les bateaux, les marchandises s'échangeaient principalement par voie fluviale. Également, l'on construit des barrages. Rien que dans le bassin Adour-Garonne, il y a 1066 centrales hydroélectriques. Donc, et cela fait une réserve en eau de 2,5 millions de mètres cubes d'eau. Donc, soit 3 fois l'eau prélevée par an pour les usages domestiques. Également, on extrait des matériaux dans la rivière. Donc, du sable, des sédiments de toutes sortes. Donc, cette activité s'est surtout développée dans les années 1950 jusqu'à 1990. Et depuis 1994, il est interdit d'extraire dans le lit mineur. On aménage les berges pour se prémunir des risques d'inondation. Et on draine les zones humides, donc pour les rendre exploitables, donc que ce soit pour l'agriculture ou pour en faire des terrains habitables. Donc maintenant, on va voir les conséquences de ces 3 types de menaces. Donc les prélèvements, les rejets et l'artificialisation. Donc lorsque l'on prélève, la principale conséquence est bien sûr l'accentuation des débits d'étiage. Donc je vous rappelle, les débits d'étiage, c'est le moment où la rivière a son plus faible débit en eau. Et lorsque l'on augmente donc ce débit d'étiage, la principale conséquence, c'est l'augmentation de la température de l'eau, puisque le niveau d'eau est plus faible. Et donc, une plus forte température, comme je vous l'ai dit, cela fait une concentration en oxygène dissous beaucoup moins importante, due à la solubilité du dioxygène. Et donc, s'il y a moins d'oxygène, la capacité d'auto-épuration de la rivière va diminuer. Et de plus, la rivière sera beaucoup plus sensible à tout type de pollution, puisque
il n'y aura plus un effet de dilution. La pollution qui va arriver va être concentrée puisque le niveau d'eau sera plus faible. Et l'impact des prélèvements peut aller jusqu'à mettre une rivière à sec et donc détruire là tout l'écosystème. Donc c'est ce qu'on appelle le déficit structurel de la ressource en eau, c'est-à-dire lorsque la demande est supérieure à la ressource disponible. Donc ici, en 1996, on voit que le déficit en eau était de 650 millions de mètres cubes. Donc des mesures ont été prises. Donc ce déficit a diminué, mais il n'est pas résorbé puisqu'il est encore de 250 millions de mètres cubes. Donc maintenant, nous allons voir les effets des rejets. Donc on va commencer par les rejets domestiques. Donc les rejets domestiques, c'est principalement de la matière organique. Donc la matière organique, c'est en fait la matière du vivant, c'est du carbone. Donc ça va être par exemple lorsque l'on se douche, des peaux mortes, des cheveux. Lorsque l'on fait la vaisselle, ça va être les restes des aliments, etc. Donc la matière organique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de la nourriture pour les bactéries. Donc un apport de matière organique va avoir comme effet un développement de ces bactéries. Et ces bactéries, en se développant, vont consommer l'oxygène dissous dans le milieu. Donc il va y avoir un appauvrissement du milieu en oxygène dissous et donc asphyxie et mort des poissons. Donc je vous ai également parlé des rejets d'origine agricole. Donc principale conséquence, c'est l'eutrophisation. Donc l'eutrophisation, c'est dû aux concentrations en nitrate et phosphore que l'on retrouve dans les cours d'eau. En fait, si dans les champs, on fertilise avec des nitrates et des phosphores, c'est parce que ce sont des éléments nutritifs pour les plantes. Donc, si ce sont des éléments nutritifs pour les plantes dans les champs, ces éléments vont également être des éléments nutritifs pour les végétaux aquatiques. Donc, lorsque l'on va retrouver ces éléments dans la rivière, cela va être de la nourriture pour les végétaux. Comme on le voit sur cette photo, vont se développer en surface de la rivière. Et donc, il va y avoir moins de lumière au fond de la rivière. S'il y a moins de lumière, les algues qui vivent au fond de la rivière vont mourir et donc vont se décomposer en matière organique. Et donc là, s'il y a un apport de matière organique, il y a donc un développement de bactéries, ce qui va avoir pour conséquence une diminution de l'oxygène et donc la disparition de certaines espèces. Ça, c'est la principale conséquence de l'eutrophisation, c'est la perte de la biodiversité. Mais également, il y a l'apparition des cyanobactéries. Donc les cyanobactéries, ce sont des algues qui sont dangereuses pour l'homme et les poissons puisqu'elles libèrent des neurotoxines. Enfin, un autre type de rejet, c'est la pollution dite toxique. Donc, à moins qu'il y ait un gros accident de pollution, et donc dans ce cas-là, en général, c'est tout l'écosystème qui va être détruit. Ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver des faibles doses de pollution dans la rivière, mais on va voir que ce n'est pas parce qu'on trouve des faibles doses dans l'eau qu'au bout de la chaîne alimentaire, par bioaccumulation, ces doses ne peuvent pas être toxiques. Donc ici, on va parler en ppm. Donc un ppm, c'est juste 1 millionième de gramme. Donc on prend 1 gramme, on le divise en 1 million, ça fait 1 ppm. Donc imaginons que dans l'eau, on retrouve 0,02 ppm de pesticides par exemple ou de métaux lourds dans l'eau. Donc ça, c'est une faible dose. Mais on remarque que dans le plancton, on peut trouver des doses du coup allant jusqu'à 50 ppm. Dans le poisson planctophage, les doses peuvent aller jusqu'à 300 ppm et ainsi de suite tout au long de la chaîne alimentaire. En fait, il y a un facteur de concentration au final qui peut varier entre 50 000 et 150 000 dû à la bioaccumulation. Donc pour l'instant, tout n'est pas encore compris, on est encore au stade de la recherche pour bien comprendre ces phénomènes d'accumulation et surtout les conséquences de boire une certaine quantité de pollution, même à faible dose, tous les jours. Donc notamment pour les pesticides. Du coup, la norme française instaure un principe de précaution
qui dit donc qu'une eau que l'on boit ne peut pas contenir plus de 0,5 microgrammes par litre de pesticides. Et une eau brute destinée à la fabrication d'eau potable, donc l'eau que l'on prélève pour en faire de l'eau potable, ne doit pas contenir plus de 5 microgrammes par litre de pesticides. Et donc enfin, on va voir les conséquences donc, de l'artificialisation des milieux. Donc là, on va commencer par les barrages. Donc un des problèmes, c'est l'évacuation des sédiments, puisqu'au cours des années, les sédiments vont s'accumuler sur le barrage et à force, cela va colmater les turbines et donc empêcher la production d'électricité. Donc de ce fait, les propriétaires des barrages font des grands lâchers d'eau tous les 10 ans afin d'évacuer les sédiments. Cependant, les sédiments qui vont se trouver de l'autre côté du barrage vont alors colmater les zones de frayère des poissons. Ça, c'est un des impacts des barrages. Et le second impact, c'est bien sûr la rupture écologique, donc un obstacle pour les poissons migrateurs. Donc ici, vous avez quelques types de poissons migrateurs que l'on retrouve dans le bassin. Et par exemple, il y a 40 ans, il y a 60 ans, on pêchait 400 esturgeons dans la Garonne. 20 ans après, on n'en pêche plus que 200. Ensuite, faut aussi dire que l'ensemble de ces barrages constitue un effet de cumul, c'est-à-dire pour les espèces migratrices, comme l'a dit Stéphanie, il y a plus de 1000 barrages sur le bassin versant, donc autant d'obstacles à la migration tout au long du cycle de vie de ces différentes espèces migratrices et autant d'obstacles pour leur arrivée au final et pour leur reproduction. Donc c'est aussi pour cela qu'il y a des aménagements de passes à poissons de sorte à ce qu'ils sont adaptés en fonction du poisson. Les saumons vont sauter de bac en bac, les anguilles vont ramper. Donc chaque poisson a un petit peu son aménagement spécifique. Du moins ça l'est demandé aux gestionnaires justement pour réduire ces impacts sur la continuité du fleuve. Donc ensuite, on a vu qu'on extrayait des matériaux. Donc faut savoir que chaque jour, la France doit produire 1 million de tonnes de granulats de toutes sortes pour contribuer à son développement économique. Donc depuis 1994, il est interdit d'extraire donc, dans le lit mineur. Pourquoi ? Puisque cela a pour conséquence d'abaisser la ligne d'eau. Plus on extrait, plus l'on creuse le lit, donc bien sûr, plus le niveau d'eau va diminuer. Et donc, cela va déconnecter la rivière de ces fameuses zones humides, qui sont les annexes hydrauliques. Or, les zones humides, comme on l'a vu, donc déjà, elles sont importantes d'un point de vue écologique, mais même pour l'homme, elles sont importantes puisqu'elles permettent de stocker une grande quantité d'eau et donc de prémunir notamment des risques d'inondation. L'autre problème, c'est l'érosion régressive. Donc par exemple ici, lorsque l'on extrait des matériaux, donc des sédiments de la rivière, on voit que l'on fait un trou, mais celui-ci va augmenter avec l'érosion régressive, donc due au courant de la rivière. Et cela peut aller jusqu'à mettre la roche-mère à nu. Donc là, il n'y a plus du tout de sédiments, donc plus de le fameux périphyton, et donc la rivière perd complètement sa capacité d'auto-épuration. Enfin, lorsque l'on recalibre et que l'on rectifie les cours d'eau, donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, on cure une rivière et on surélève les berges. Donc pour se prémunir des inondations. Cependant, cela a pour conséquence d'augmenter le débit de la rivière qui en aval va être 30 à 50 fois plus important que ce qu'il était normalement. Et donc en fait on s'est rendu compte que les dégâts provoqués en aval étaient beaucoup plus importants après les travaux qu'avant les travaux. Et par exemple, ici, vous avez l'Ersmore. Donc, c'est une rivière. On dirait plus un canal, tellement qu'il a été artificialisé. Et pourtant, c'est une rivière. Juste pour illustrer une modification d'un lit sur
la rivière de Munich où était présente une vague que l'on dit statique. Le fait d'avoir modifié le lit et d'avoir effectué une renaturalisation au travers notamment d'un curage et de surélévation de berges sur cette rivière présente à Munich a modifié complètement la qualité des vagues qui étaient présentes et ne permet plus notamment le déroulement de la compétition qui était prévue. Donc c'est aussi au-delà de l'impact sur le milieu, un impact aussi sur les usages qui sont faits sur les cours d'eau, que ce soit en eau vive dans les eaux cours moyens du cours d'eau ou plutôt sur le lit lent du cours d'eau où c'est plus du kayak ou d'autres pratiques nautiques. Donc il y a aussi un impact sur le milieu mais sur les personnes qui en jouissent par la même occasion. Donc, on vient de voir comment la rivière était menacée donc, et les conséquences de ces activités humaines que sont le prélèvement, le rejet et l'artificialisation. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui est fait, donc notamment au niveau des lois, pour essayer de diminuer ces impacts. Donc pour ceux qui étaient là la dernière fois, ça va être une petite révision. Peut-être y a-t-il des questions sur Internet ou dans la salle justement par rapport à ces impacts et la difficulté de les gérer? Non, pas sur Internet. Donc on va passer à la gestion. Donc en France, la première loi sur l'eau date de 1964. Donc c'est une loi relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. Donc en 1964, on est en pleine période des 30 glorieuses. Donc la France est un pays qui s'industrialise, qui rentre dans la société de consommation. Donc à l'époque, on ne parle pas d'écologie, d'environnement. Par contre, on commence à se rendre compte des effets de la pollution. Donc le principe de gestion de l'eau va être mis en place et ce principe est toujours d'actualité 50 ans après. Donc pour ce faire, la France va être découpée en bassins hydrographiques. Donc il y a 6 grands bassins autour des 6 grands fleuves français. Et dans chaque bassin est créé un comité de bassin et une agence de l'eau. Donc le fameux principe de gestion de l'eau dont je vous ai parlé, c'est le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire qui consomme ou pollue l'eau paye et qui dépollue ou crée une réserve en eau est aidé. Justement par rapport à cette question de qui consomme ou pollue l'eau, paye, nous avons une question d'un internaute qui ne pouvait pas participer à la conférence mais qui souhaitait néanmoins poser une question, donc je vais vous la lire. Donc je vous lis la question qui est un peu longue. Pouvez-vous rappeler le cas de la station d'épuration d'Evry-sur-Seine qui, par suite de débordement de la Seine, en février 2010, a laissé filer une quantité évaluée à 1 million de médias filtrants dans le fleuve? A-t-elle été contrainte de les collecter? Y a-t-il eu des sanctions et des travaux ont-ils été entrepris pour éviter ce genre de débordement? Donc, je vais représenter peut-être les médias filtrants pour l'ensemble des participants à la conférence. En fait, les médias filtrants sont un système de filtration au sein des stations d'épuration ou d'industries nécessitant le traitement des eaux. Ces médias filtrants, donc mon collègue qui va nous apporter un échantillon récolté sur les plages, donc sont des espèces de petites triviales poursuites colorées en gris, noir ou bleu. Et ont la faculté, justement, c'est un bon procédé à la base, parce qu'elles ont la faculté de faire développer les bactéries qui traitent les eaux usées. Elles rendent donc plus efficace le traitement de ces eaux et évitent justement un agrandissement des stations d'épuration. La difficulté qu'il y a eu par rapport à la question qui est posée sur Évry-sur-Seine, c'est que ces médias filtrants censés traiter l'eau ont fini par venir la polluer en s'échouant dans la Seine. Donc je montre pour l'auditoire, peut-être que pour l'auditoire et peut-être aussi pour les internautes. J'espère qu'ils les voient bien. Peut-être qu'on va le faire passer dans la salle. Donc ces petits objets se retrouvent au fil de l'eau, du cycle de l'eau, à la fois sur les berges du fleuve, mais aussi sur la plage, et constituent un véritable impact en soi. Donc la question, est-ce qu'il peut y avoir une sanction par rapport à ces débordements, et qu'est-il fait à l'heure actuelle?
Il faut savoir que c'est considéré ce type de rejet accidentel, certes, comme, non pas comme une pollution, mais comme un déchet. Donc à partir du moment où des déchets sont déposés, même involontairement, dans le cours d'eau, le pollueur va avoir pour obligation à la fois de mettre, au mieux de remettre en l'état, mais aussi de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, donc ça c'est l'autre mesure, et de restaurer si possible le milieu, et enfin peut faire l'objet d'une poursuite au point de vue pénal. Donc les poursuites ont été engagées au point de vue pénal pour le délit de ce rejet contre l'entreprise gestionnaire à ce moment-là. Et la procédure n'est pas terminée, donc je n'ai pas d'informations par rapport exactement à ce cas-là, mais il faut savoir que cela peut constituer vraiment une infraction qui est sanctionnable, même si c'est un usage normal au final de cette technique et seulement un accident. C'était une petite précision pour Jean-Luc, notre internaute. Donc voilà. Ah oui, d'autres questions? Non. Donc, cette gestion en duo de ce principe du pollueur-payeur donc, est mis en place par le comité de bassin et l'agence de l'eau. Donc, dans chaque bassin, il y a ces deux organismes. Donc, le comité de bassin, c'est un peu le parlement de l'eau, c'est-à-dire qu'on va y retrouver des élus représentant les citoyens, les industriels, les agriculteurs. Et ce Parlement va décider des priorités d'action et du montant de la redevance. Donc, on va fixer le montant de la taxe et, par exemple, sur 100 €, va décider d'en mettre 30 pour financer une station d'épuration, 20 pour aider un industriel à dépolluer, etc. Et l'agence de l'eau, elle va collecter les redevances et les redistribuer suivant les actions donc, demandées par le comité de bassin. De plus, l'agence de l'eau peut financer des actions de dépollution. Donc au début, elles étaient appelées les agences financières de l'eau. Sauf qu'elles ont également une autre fonction, c'est de développer les connaissances sur l'eau, puisque pour résoudre un problème, il faut le connaître. Donc les agences de l'eau vont mettre en place des objectifs de qualité et des réseaux de mesure afin de voir où il y a des problèmes de pollution, qu'est-ce qu'on peut faire, et en fait va suggérer au comité de bassin les actions à prendre. Donc c'est une gestion en duo. Donc ça, c'était la loi de 1964. Donc ensuite, d'autres lois se sont succédées, puisque la loi de 1964 ne prenait en compte que les rejets polluants. Notamment la loi donc, du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles. Mais en fait, c'est une loi qui va bien plus loin que la pêche, puisque par exemple, dans son article 2, la préservation des milieux aquatiques et la protection de la faune piscicole sont d'intérêt général. Donc l'intérêt général, c'est tout ce qui va à l'encontre de l'intérêt particulier. Donc, prenons un cas tout simple, pour un industriel, son intérêt particulier, ça ne va pas être de dépolluer ses rejets et ses eaux, puisque cela va coûter déjà de l'argent et du temps. Sauf que, du fait de l'intérêt général, il va être obligé de dépolluer en sortie d'usine. 3 autres dispositions importantes qui concernent les rivières sont prises dans cette loi, notamment la protection des frières, c'est-à-dire toute activité qui peut nuire à ces zones de frières, qui je vous rappelle sont les zones de ponte des poissons, sont soumises à autorisation. Un débit minimal est obligatoire en aval des barrages, donc on ne peut plus laisser une rivière à sec en aval d'un barrage. Et les fameuses passes et ascenseurs à poissons dont vous parlez tout à l'heure sont devenus obligatoires donc, pour certaines infrastructures. Donc à l'heure actuelle, seulement 4% des barrages sont équipés de passes et ascenseurs à poissons. Donc ensuite, on va continuer avec les lois, donc en passant à la loi de 1992, qui dit que l'eau est patrimoine commun de la nation. Donc c'est une obligation de tous de la protéger.
Et cette loi est importante puisqu'elle va prendre en compte tous les milieux aquatiques. Donc jusque-là, on prenait en compte que les eaux superficielles et encore même pas les zones humides. Donc comme tout à l'heure, je vous ai lu la définition de la zone humide en vous disant que ça venait de la loi de 1992. Et bien justement, c'est là puisque avant, donc on ne les prenait pas en compte. Et on ne prenait pas non plus en compte les nappes phréatiques. Donc dans la loi de 1992, les contraintes réglementaires vont être plus fortes, notamment l'article 10 qui dit que toute activité qui va être une menace pour un milieu aquatique va être soumise à autorisation. Donc ça va par exemple des barrages, mais également à la construction d'un parking. Tout simplement puisque lorsque l'on va construire un parking, on va modifier l'infiltration et le ruissellement de l'eau. Donc c'est soumis à autorisation. Et cette loi va également mettre un fort accent sur le traitement des eaux usées urbaines, puisque jusque dans les années 80-90, les villes n'avaient pas de station d'épuration, ou quand elles en avaient, elles étaient souvent sous-dimensionnées. Donc maintenant, ça va être une compétence obligatoire des villes, donc de dépolluer les eaux. Et c'est pour ça aussi que je vous disais que les plus gros progrès ont été faits sur les rejets domestiques et les rejets industriels. Tout simplement puisque ça date donc des années 90, donc ça fait 20 ans maintenant. Et dans cette loi est également créé les SDAGE. Donc les SDAGE sont les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. En fait, c'est un état des lieux des milieux naturels. Donc c'est un gros document dans lequel l'état des lieux de tous les milieux naturels du bassin Adour-Garonne, enfin de tous les bassins, donc il y a un SDAGE par bassin, est fait. Et du coup, les mesures pour protéger l'écosystème sont développées donc, dans ce document. Donc, on ne fait plus du cas par cas. On ne va plus dépolluer un endroit, prévoir qu'il y a un problème de pollution, aller dépolluer dans l'autre. Maintenant, on a une vision globale du bassin. Donc, le SDAGE est prévu pour 10 ans et c'est un document à valeur juridique. Donc ensuite, on va parler de la directive cadre européenne sur l'eau. Donc il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne prend ce qu'on appelle des directives. Donc ce sont des objectifs à atteindre par tous les pays membres qui après vont faire leur propre loi pour atteindre les objectifs. Et en fait, cette directive, donc cette DCE de 2000, va généraliser le système français au niveau de l'Europe. Donc on le sait peut-être pas, mais c'est le système français qui est pris pour modèle. Donc maintenant, tous les pays de l'Europe ont une découpe en bassin hydrographique, le principe du pollueur-payeur, la gestion en duo et les SDAGE. Cependant, cette DCE est aussi très importante puisqu'elle va rajouter l'obligation d'obtenir un bon état écologique de tous les cours d'eau d'ici 2015. Donc d'ici 2015, tous les cours d'eau doivent avoir retrouvé leur bon état écologique, donc d'un point de vue physico-chimique, mais également d'un point de vue biologique. Donc les espèces qui vivaient dans la rivière avant les activités humaines doivent y revivre, etc. Donc voilà, pour l'instant, on a fait presque 50% des cours d'eau sont en bon état écologique. On est en 2012. Donc on n'arrivera pas à atteindre l'objectif. Donc pour essayer d'atteindre cet objectif, la loi de 2006 a été créée. Donc c'est la première loi qui notamment prend en compte la lutte contre les pesticides. Donc c'est pour ça aussi que donc, la pollution d'origine agricole c'est le point le plus important puisque donc, c'est une lutte récente. Et en ce qui concerne les rivières, cette loi va classer les cours d'eau en 3 types. Donc les cours d'eau qui sont en bon état écologique déjà, et ceux qui sont très importants d'un point de vue du réservoir biologique. Donc dans ces 2 types de cours d'eau, il est interdit de construire quelconque activité qui pourrait donc nuire à ce bon état écologique. Donc on ne peut plus toucher ces milieux. Et le 3e type de cours d'eau sont les cours d'eau qui sont importants d'un point de vue du transport des sédiments et des espèces migrateuses. Donc dans ces cours d'eau, toute activité est soumise à autorisation.
De plus, un débit minimum plus important en aval des ouvrages est imposé. Donc tout à l'heure, on a vu qu'un débit minimal était imposé, donc il était de 2,5% donc, du débit de la rivière. Maintenant, il est de 10%. Donc en aval, on doit retrouver minimum 10% de ce qu'il y avait en amont. De plus, il faut savoir que 2/3 des cours d'eau sont des cours d'eau dits non domaniaux. Donc en fait, c'est des cours d'eau privés. Et donc c'est en général des petits cours d'eau, des petites rivières, mais vu qu'ils représentent quand même 2/3 des cours d'eau, ils sont très importants pour atteindre ce bon état écologique. Donc des mesures sont prises pour faciliter leur entretien et leur restauration, puisque c'est au propriétaire normalement de faire ses travaux. Mais s'il ne le fait pas, ça va être à la collectivité de le faire. Et donc les propriétaires vont devoir laisser la liberté d'accès aux cours d'eau aux agents de l'administration. C'est un peu une violation de la propriété privée, mais c'est dans le but de restaurer les cours d'eau. Donc, comme je vous le disais, voilà, cette loi accélère la lutte contre les pollutions diffuses, donc nitrates, pesticides, crée des corridors biologiques, elle facilite l'entretien et la restauration des cours d'eau et elle instaure de nouvelles règles sur l'irrigation. Donc, toutes ces mesures ont été un peu plus développées dans la conférence sur l'agriculture pour ceux qui étaient. Et enfin, la loi de 2006 crée aussi l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, donc qui permet de favoriser la recherche, d'améliorer et de partager les connaissances, de mener une mission de police de l'eau et d'apporter un appui technique et financier. Ce qui est entendu ici par mener une mission de police de l'eau, ce sont les agents de l'ONEMA qui, sur le terrain, ont la capacité de constater les infractions et de dresser les PV en cas de délit par rapport justement à une pollution de l'eau, une installation hydroélectrique non conforme ou ce genre de position. Donc ce sont eux sur le terrain qui constatent le non-respect de la loi. Et donc toutes ces mesures ont été reprises et augmentées par le Grenelle de l'environnement. Donc, le Grenelle de l'environnement a été initié en 2007. Donc, c'était des rencontres entre différents acteurs de l'eau, donc pour lutter contre le réchauffement climatique, pour la protection de la biodiversité. Donc, 2 lois ont été émises et donc elles accélèrent la lutte contre les pollutions diffuses. Également, les lois vont essayer de réduire le déficit en eau. Et également donc au niveau de l'hydromorphologie de la rivière. Donc ça c'était pour les lois. Donc comment les rivières sont maintenant protégées. Donc maintenant, à moins qu'il y ait des questions, on va passer... oui. Allez-y, je vais la répéter pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Alors, je vais répéter pour nos internautes. Donc, en fait, quelle est la limite de la propriété d'une personne privée sur un cours d'eau? Est-ce qu'elle va s'arrêter au niveau du lit, au niveau de la surface? Est-ce qu'il y a une limite ou est-ce de manière générale? Ou ça concerne essentiellement un milieu ou l'autre? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Donc, pour pas dire de bêtises, mais alors c'est au niveau donc des berges, la propriété privée, et l'eau en elle-même. Par contre, donc pour s'en servir, donc il y a des compteurs qui sont instaurés et donc qui comptent en tant qu'utilisation de l'eau. Donc c'est surtout par rapport après à l'eau qui va être rejetée. Donc c'est comme ça que l'on paye justement la taxe de l'eau. Donc c'est pas par rapport à ce qu'on consomme, c'est par rapport à ce qu'on rejette. Donc bon, ça revient au même normalement. Donc l'eau, donc elle est publique, mais les berges sont privées. Tu veux rajouter quelque chose? Alors, la seconde question était, y a-t-il des limitations en termes d'aménagement d'une rivière, même sur une propriété privée? Donc, notamment, il peut y avoir des interdictions de curage, même si c'est votre ruisseau en bordure de terrain.
À partir du moment où ça n'est pas bénéfique au bon état écologique du bassin dans son ensemble, il peut y avoir une interdiction de curage ou la contestation d'un curage qui a été fait par le propriétaire, par exemple. Des questions des internautes peut-être? Ils sont muets comme des carpes ce soir. Donc maintenant, nous allons voir la situation des rivières donc, dans tout le bassin Adour-Garonne. Donc déjà sur cette première diapositive, on peut voir que 28% des cours d'eau sont dits fortement modifiés. Donc dû à la menace et à la pression des activités humaines. Donc la plupart des grands cours d'eau, en fait, comme on le voit ici, la Dour, la Garonne, la Dordogne, la Charente, sont fortement modifiés donc en termes d'hydromorphologie, c'est-à-dire en termes de structure. Donc il y a des activités, des barrages qui modifient fortement la rivière. Donc si on veut voir d'un point de vue qualité de l'eau, donc qualité chimique, on utilise ce qu'on appelle des bioindicateurs. Donc ce sont, donc par exemple ici vous avez l'IBGN, donc l'indice biologique global normalisé. En fait on regarde la population de certains invertébrés. Comme ils vivent dans l'eau, ils sont sensibles à la composition chimique de l'eau, donc en termes de pollution. Et comme ils vivent dans les sédiments, ils sont sensibles à l'hydromorphologie. Donc mieux ils se portent, plus ils vivent, plus la rivière est en bon état. Donc, suivant cet indice, 70% des rivières sont de moyenne à bonne qualité, donc sont les points jaunes et verts. 19% en très bonne qualité. Cependant, il y a des rivières qui sont de qualité médiocre, voire mauvaise. Et en fait, ces rivières se concentrent sur la vallée de la Dour, de la Garonne et de la Charente, qui sont en fait des régions fortement agricoles. Un autre indicateur que l'on peut utiliser est l'indice biologique diatomique. Diatomique parce qu'on regarde la population des diatomées. Les diatomées sont des algues unicellulaires qui sont sensibles à tout changement dans l'eau. Mais alors tout changement donc, de concentration, ça peut être un changement en concentration en sel, en matière organique, en température, etc. Voilà. Donc, cet indice donne à peu près les mêmes résultats que l'IBGN. Donc, 79% des eaux sont de moyenne à bonne qualité et 16% très bonne qualité. Cependant, on trouve toujours des eaux de médiocre qualité dans les vallées agricoles. Et un autre constat qui est fait, c'est que plus l'activité humaine est importante, donc plus on se trouve près en fait de la zone centrale du bassin, plus les rivières sont dégradées. Et lorsque l'on se trouve au contraire en amont des rivières, là les eaux sont en plus bon état. Et on le voit par exemple ici, si on regarde la qualité des rivières par rapport aux nitrates. Donc les rivières sont en très bon état lorsqu'ils ont une concentration inférieure à 10 mg par litre. Ce sont les points bleus. Et en fait, on remarque qu'on trouve la plupart des points bleus sur les zones en amont du bassin. Et les points rouges sont les mauvais états d'un point de vue nitrate, donc avec des concentrations supérieures à 50 mg par litre. Et on trouve ces rivières dans la vallée de la Dour, Gascogne, en amont de Toulouse, en Garonne et en Charente. Donc dans les vallées fortement agricoles et aussi également plus peuplées. Donc ici, c'est surtout dû aux élevages. Donc on est plus en montagne, mais c'est dû aux élevages intensifs. Et d'un point de vue des pesticides, donc les points rouges représentent les rivières en mauvais état chimique d'un point de vue pesticides. On retrouve également les trois vallées agricoles, la Dour, la Garonne et la Charente. Donc, un nouveau stage a été créé donc en 2010 donc pour justement atteindre le bon état écologique. Et donc dans le stage, on voit qu'il y a 19 mesures pour la lutte contre les pollutions diffuses, donc nitrates, pesticides, et 23 pour réduire le déficit en eau. Dans ce stage, il y a également 33 mesures pour la restauration des milieux naturels. Donc on voit que l'hydromorphologie de la rivière est nettement prise en compte.
Donc, d'ici 2012, 17 200 km de rivières et 20 000 hectares de zones humides vont être protégés et restaurés. Donc, pour cela, le budget de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, bien sûr, augmente. Donc là, c'est le budget seulement pour la restauration des milieux naturels. Donc, si on prend en compte les 3 types de mesures que l'on vient de voir pour le stage, c'est-à-dire lutte contre les pollutions diffuses, réduction du déficit en eau et l'hydromorphologie. Donc, on voit que le budget a augmenté de 45%, puisqu'il atteint maintenant 45% en 10 ans presque, puisqu'il atteint 259 millions d'euros par an. Alors, pour finir cette conférence, on va prendre un exemple précis de restauration d'une rivière, pour voir comment est-ce que l'on restaure une rivière. Donc, j'espère que vous avez compris, une rivière, c'est un système vivant et très complexe. Donc, il faut prendre plusieurs aspects en compte. Donc, l'aspect scientifique, puisqu'il faut identifier les causes du mauvais état, identifier le type de la rivière, la géologie, le régime des crues, des étiages, et retrouver le tracé historique de la rivière. Il faut également prendre en compte l'aspect économique, donc en prenant en compte les divers usages qui sont faits sur la rivière. On a vu qu'il y a différents types d'activités humaines. Prendre en compte l'aspect politique en associant les élus au projet, et également l'aspect social, puisqu'après ce sera aux propriétaires fonciers de la vallée de protéger, d'entretenir la rivière une fois qu'elle sera restaurée. Donc, on va prendre comme exemple l'Hers-Mort, qui est un affluent à la rive droite de la Garonne, donc de 87 km de long. Donc, c'est un bassin versant très agricole et très urbanisé. Et le problème de ce bassin, c'est qu'il présente de fortes variations de débit suivant les saisons et donc a souvent généré des grandes inondations. Donc, pour se prémunir de ça, on a déplacé le cours d'eau à la périphérie de Toulouse. On a rectifié le lit, on a curé le lit mineur. Donc, dans le but de se prémunir des risques d'inondation, mais cela a eu pour conséquence de surcreuser le lit, donc d'augmenter la pente et donc la force et la vitesse de la rivière. Et également, cela a eu pour conséquence une disparition systématique de la végétation des berges. Et donc par endroits, la roche-mère est apparente, donc le cours d'eau est considéré comme masse d'eau fortement modifiée. Donc ce qui a été fait, c'est une approche pas à pas, donc tous les travaux déjà qui étaient présents sur cet affluent qui était inutile ont été arrêtés. Donc par exemple, là on voit que sur 60 km de long, il ne reste plus que 7 travaux qui continuent. Et des épis ont été créés. Donc en fait, ces épis ont été créés à l'aide de matériaux terreux issus des berges. Et des plantations ont été réalisées, donc des arbustes, des roseaux, des boutures de sol. Et en fait, on voit maintenant un retour progressif de l'Hers-Mort à un fonctionnement naturel. Donc les habitats du cours d'eau se sont diversifiés. Cependant, il reste un gros problème de pollution chimique avec un développement important d'algues filamenteuses. Et donc ces épis ont également permis à la population, donc que ce soit les pêcheurs ou les promeneurs, de pouvoir accéder à la rivière à pied et donc de voir la rivière sous un angle nouveau. Donc voilà pour cette conférence. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions. Merci beaucoup Stéphanie. Juste une information, la prochaine conférence aura lieu le 25 septembre, même heure, même lieu. Elle sera relative aux enjeux de l'eau dans le quart sud-ouest, toujours ces enjeux de l'eau, les impacts, comment les gérer. Et nous vous invitons à passer de bonnes vacances et puis à nous retrouver à la rentrée bon pied bon oeil pour cette nouvelle conférence en détail et sur internet également. Bonne soirée à tous.